Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le carré, merci d'avoir accepté l'invitation. Steve, on se retrouve pour une fois hors contexte football, on se retrouve dans le poker, dans le milieu du poker. Tu as été invité par PMU pendant un SPO avec Jean Mestras. Alors, on va commencer par parler un peu de poker d'abord. Ça t'est venu d'où cette passion du poker? En fait, déjà d'une, je remercie PMU de m'avoir convié à cet événement, qui est un gros événement déjà d'une de poker et, en France, et d'autant plus localement, puisque je vois autour et à travers les tables énormément de gens du coin, mais aussi d'ailleurs, parce que j'ai vu les plaques d'immatriculation, ça vient d'assez loin. Donc déjà tout d'abord ça. Et puis la deuxième, c'est en tout cas ma passion. Je dirais pas jusqu'à la passion à me transcender et à rater aucun événement du poker, mais c'est un jeu que j'apprécie, c'est un sport que j'apprécie, parce que je considère que c'est un sport où on allie beaucoup de compétences. Voilà, on allie beaucoup de compétences et de stratégie, donc c'est un jeu de stratège, donc j'apprécie énormément. Tu as connu où ce jeu, toi? Moi, le poker, alors moi je jouais avant au poker 5 cartes. Je suis un joueur de cartes. Déjà, je suis un joueur de cartes. Je sais jouer à tous les jeux de cartes qui doivent exister, en tout cas en France métropolitaine. Et j'aime bien le jeu de cartes. J'aime bien le jeu de cartes. Je trouve que c'est en tout cas, dans un premier temps, un jeu très convivial. Donc quand on joue ça entre amis, de façon très ludique. Et après, quand on est en compétition. Ouais, je trouve qu'il y a énormément comme je te disais, de compétences qui sont réunies autour d'une table, soit en face à face, soit à plusieurs à aller sur la main. Et moi, ça m'est venu, voilà, comme ça, suite logique. Je jouais au poker 5 cartes et puis quand le hold'em est arrivé, je m'y suis mis aussi un peu comme tout le monde. Dans ta vie de footballeur à l'époque, tu avais les mises au vert, etc. Ça jouait beaucoup ou pas? Alors c'est venu assez tardivement, fin des années 2000, où le hold'em est arrivé, où les joueurs arrivaient avec leurs mallettes aux mises au vert, à tel point que voilà, certains entraîneurs ont mis le holà un petit peu sur ça, parce que forcément ça a ses dérives, c'est l'excès qui tue, donc forcément il y avait certains joueurs qui dépassaient le cadre convivial du rendez-vous et rentraient plus dans un cadre compétitif, voire même un peu plus loin. Dernière question liée au poker, quand tu fais un tournoi comme celui-là, est-ce que tu retrouves quand même un peu les sensations, on va dire, de compétition que tu as pu connaître en étant footballeur professionnel de haut niveau, ou c'est pas pareil? Alors moi, je considère que c'est un sport. Déjà d'une, je considère que c'est un sport. Il y a de la réflexion, il y a de la stratégie, il y a de l'énergie. Le sport n'est pas simplement que de courir pendant 1 heure et de suer, bien au contraire. Il y a énormément de formes de sport différentes. J'irai pas jusqu'à j'ai été transcendé, puisque je suis pas arrivé sur des tables j'allais dire de dingue, mais en tout cas je sais qu'on a toujours un palpitant qui arrive quand on a un coup, quand on essaye d'aller jusqu'au bout de quelque chose, et à la fois on a autant de déception quand ça marche pas que sur un terrain de foot, et on a autant de gratitude ou de joie quand ça passe. C'est pour ça que je considère que c'est un sport, puisque chaque coup est totalement différent. Il y a une répétition, dans les coups qui est très rapide. Donc on peut très bien passer d'une euphorie positive en 2 secondes et puis retomber rapidement sur la main d'après. Donc oui, c'est à essayer. Je crois que les grands joueurs de poker sont des sportifs de haut niveau, puisqu'il faut savoir justement tempérer quand ça gagne et laisser passer quand ça perd. Donc il y a beaucoup de choses qui sont alliées. Alors l'euphorie, elle n'est pas comme jusque dans un stade, mais elle n'en est pas loin en tout cas. On va forcément parler de Coupe du Monde, on va revenir sur le foot. D'abord, on va revenir sur ta carrière. Alors, il y en a plein qui ont fait des interviews de toi, tu t'es raconté dans un bouquin, il me semble. Donc on va pas revenir sur tout. Moi j'ai juste quelques questions personnelles, forcément, je suis passionné de foot, j'ai suivi aussi ta carrière. Je me dis maintenant que pas mal d'années sont passées. 9 ans. 9 ans. 9 kilos même, je compte en kilos. Avec le recul, malgré que ce soit fini un peu de manière décevante, tu as quand même été un cas particulier, très particulier. Il n'y a quasiment personne qui fait ton parcours comme ça. Tu arrivé tard finalement dans le très haut niveau. Avec le recul, tu te dis que c'est un acte manqué ou que ce que tu as accompli est quand même beaucoup plus grand que comment ça s'est fini? Alors, au début, je me suis dit c'est un acte manqué. Parce que je me suis dit c'est vraiment la guigne.
ça te tombe dessus. Est-ce que t'es pas quand tu arrêtes, tu es pas dans le côté ouais ça t'a sauvé la vie ou t'aurais pu tomber ou ça aurait été encore beaucoup plus grave. Tu es vraiment tout de suite dans la performance où tu te dis bah oui t'as été parti pour faire pas mal de belles choses en tout cas et tu te dis à ce moment-là ouais c'est chiant. Après avec le recul puis les années passent les gens n'oublient pas donc tu te dis qu'au final alors c'est pas plus grand que ce que je ne pense mais en tout cas c'est je crois que je n'y avais pas accordé autant d'importance que ça en a, puisqu'aujourd'hui j'ai un discours à transmettre et un parcours aussi à transmettre. Donc quand moi qui suis entraîneur et qui suis en formation, je forme les jeunes entraîneurs aujourd'hui avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que je dis souvent aux joueurs et aux entraîneurs, je leur dis tout est possible, des choses sont beaucoup plus compliquées que d'autres. Donc forcément, il y a le chemin linéaire, j'allais dire, du sportif de haut niveau, centre de formation, carrière pro, et ça paraît logique. Et puis après, il y a un autre chemin sur le côté qui est un peu plus compliqué, voire même beaucoup plus compliqué, mais qui demande beaucoup plus d'énergie parce qu'il y a des choses à rattraper. Donc ouais, je pense que c'est, sans prétention, un peu plus grand que je ne pense, le parcours. Les années me diront si c'est une importance ou pas, mais en tout cas, moi je sais que dans le discours que je transmets, ça en a en fait. Parce que j'arrive à avoir de la légitimité par rapport à ça. Tu dis quelque chose d'important, tu dis les gens n'ont pas oublié, les gens ne t'ont pas oublié. C'est vrai que tu es quand même un joueur, on va dire, qui a un énorme taux de sympathie. Les gens ont beaucoup de sympathie, beaucoup de bienveillance de toi. Comment t'expliques justement que les gens ont gardé cette image de toi? Tout simplement parce que l'empathie était réciproque. Moi j'ai essayé de faire ma carrière comme j'ai essayé de le faire, comme je pouvais le faire. Jacques Vendroux, que je connais très bien, a toujours cette maxime de dire on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est valable aussi dans le sport de haut niveau, comme dans l'entreprise, comme dans n'importe quel métier. J'ai eu ce changement dans ma carrière, parce qu'il y a eu plusieurs moments dans ma carrière. Je crois que j'ai réussi à monter mon niveau de compétence à partir du moment où j'ai réussi à assumer qui j'étais. On parle de ta carrière. Bon, il y a forcément, on va dire, le sommet, forcément l'équipe de France. Tu as joué un match. Là aussi, avec le recul, tu te dis, c'est dommage, ça aurait pu être tellement mieux, ou oui, mais je l'ai quand même fait. Alors les deux. Les deux parce que tu te dis, en amont, alors entre la convocation et la rentrée sur le terrain, tu dis oui, je l'ai fait. Et deux, quand tu rentres, à un moment donné, tu cherches même pas à savoir si tu l'as fait ou tu ne peux pas le faire, tu y es. Et j'ai ce souvenir qui est très marquant, comme s'il y avait eu un passage dans ma carrière, c'est cette ligne de touche qui délimite le bord du terrain, le contour du terrain. Et je ne suis pas international, je passe cette ligne, je le deviens. Et en passant cette ligne, tu deviens responsable de quelque chose. Comme si, alors c'est pas de l'évangélisme, hein, pas du tout, loin de là, mais c'est comme si à un moment donné, tu t'es investi de quelque chose, puisque le parcours n'est pas facile, puisque le parcours est compliqué, puisque cette addition de complexité, tu y arrives. Et c'est au travers de ça que nous, avec David Berger, on avait écrit le livre en disant comment c'est possible ou comment c'est faisable qu'à 30 ans, tu fasses qu'une seule sélection d'équipe de France, ou ta première en tout cas à ce moment-là, sans être passé par toutes les phases du cadre fédéral, donc les sélections de jeunes, les clubs pro, les centres de formation. Comment ça se fait en fait? Voilà. Donc on a essayé de l'expliquer avec toute simplicité et modestie, mais c'était de se dire voilà, c'est possible. Donc en fait tu passes cette ligne et tu te dis c'est possible, donc tu y es, mais qu'est-ce que tu en fais? Plusieurs façons de devoir honorer ou certifier quelque chose. La façon que j'ai voulu la faire, c'était déjà de ne pas me mettre énormément de pression plus que ce que j'en avais, même s'il y avait des échéances. C'était aussi de garder, je me rappelle des gens dans les tribunes, de dire, en fait dans les tribunes au Stade de France, il y avait cette empathie au niveau des supporters, en disant on était en attente de quelque chose de différent, moi j'étais là. Après j'ai des regrets, parce que lors de ces 45 minutes que j'ai faites, si c'était à refaire, je ne le referais pas pratiquement pareil, le cadre général serait pareil, mais le regret c'est de ne pas avoir marqué. Parce que je pense que si j'avais marqué, ça aurait encore accumulé encore quelque chose de positif.
Et pourtant, tout le monde se souvient de ton action. Et tout le monde pense que je l'ai marqué. Beaucoup de gens me disent « Ah ouais, putain, t'as joué, je me rappelle, c'est retourné et tout, machin. » Et donc au final, c'était pas ce que j'en avais fait en fait. Quand je repense en rétrospective, c'est pas ce que j'en avais fait. C'est que je l'ai fait. Et les gens retiennent plus le fait marquant de l'avoir fait et d'y être arrivé que d'avoir réussi 45 minutes au final. Parce que je pense que l'indulgence aurait été dans le cas où si je n'avais pas fait une bonne mi-temps, parce que j'estime que j'en ai fait une bonne mi-temps, si je n'avais pas fait, les gens m'auraient dit bon bah voilà, t'as pas le niveau. Et le fait de l'avoir réussi dans un cadre bien spécifique, je l'ai réussi. Les gens aussi ont des regrets, ils auraient voulu me voir aussi encore après. Quand tu fais ta première sélection, le sélectionneur c'est Raymond Domenech, c'était une période un peu troublée du football. On va juste y revenir 2 secondes. Il y a eu tous les événements qu'on a connus après, scolaire Domenech. Est-ce qu'avec le recul, si tu peux en parler, est-ce que tu pensais que ça allait finir comme ça? Alors en fait, c'était pas une période troublée, puisqu'on sortait de 2006, bon, même qui était un peu avant, mais on sortait de 2006, et 2010 n'était pas arrivé. Donc si on joue comme ça par rapport à la Coupe du Monde, donc 2010, il n'y avait pas de signe avant-coureur de ce qui allait se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'avais, et je peux le dire, si j'avais été plus loin, en tout cas, moi, j'aurais sans doute pas eu une réaction qui ont été faites. Je l'ai toujours dit. Je pense que de par de mes convictions, j'aurais été différent là-dessus sur cette réaction, quitte à me mettre en porte-à-faux, mais c'était pas grave. Parce qu'à un moment donné, on peut avoir des convictions. Et à la limite, c'est même là où j'ai certains reproches, c'est que quand tu sens que ça part mal, c'est ce qu'on essaie. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mon fils, mon grand en tout cas. C'est que quand tu sens que ça va pas, tu ne dois pas suivre. Et suivre, c'est même encore plus négatif que de rien dire. Il faut mieux dire quelque chose ou partir et montrer ta différence, quitte à te faire tomber dessus. Mais après, quoi qu'il arrive, le temps joue pour ces décisions-là. Donc que ça soit positif ou pas, là, quand tu sens que ça part pas, faut pas y aller. Et donc, au travers de Raymond Domenech, il n'y a pas de signe avant-coureur. C'est que simplement, le football était dans le football, mais pas le football français. Que français 3F était un petit peu perdu. On était entre deux eaux, on était entre le foot années 80, 90, 2000, avec des certitudes, et un monde qui allait arriver, qui est le monde d'aujourd'hui, où on est beaucoup plus sur un monde connecté, financé. L'un n'est pas mieux que l'autre. C'est que simplement, cette période de 2006 à 2010, personne n'était prêt. Personne n'était prêt. Et quand c'est arrivé, en fait, ça a mis... je trouve qu'au final, c'est un point positif, ce 2010, puisque ça a fini sur un cycle pour recommencer sur un nouveau. Aujourd'hui, tu es entraîneur. Tu as choisi, tu aurais pu rester consultant. Tu étais bien comme consultant. C'était une période ici où les gens te trouvaient talentueux. Tu as choisi le métier d'entraîneur. Donc là, tu commences toujours avec le bassin d'Arcachon, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que quand on devient entraîneur et qu'on a connu le haut niveau en tant que joueur, fatalement on veut le haut niveau en tant qu'entraîneur, on veut y aller un jour aussi? Non, parce que de toute façon, moi je suis perpétuellement un paradoxe. J'étais pas du tout destiné à entrer dans cette carrière. Après le foot, moi j'ai continué dans mes activités de restauration. C'est quelque chose que j'apprécie et que j'aime énormément. Le contact direct, les gens, voilà, c'est ma vie. Donc j'y trouvais, dans le commerce, j'y trouvais vraiment un rapport direct avec ma personnalité. Et je m'étais complètement éloigné des terrains pour justement, j'y trouvais plus d'intérêt puisque j'avais fini et pas tout fini au final, donc j'y trouvais pas spécialement d'intérêt à y rester. Et puis j'avais pas envie d'y aller, quoi. Et les enfants font la force du changement. C'est que un de mes fils fait du foot, donc je suis allé naturellement l'accompagner. Et de fil en aiguille, j'ai pris des responsabilités dans le club. Et je me suis dit, voilà, on va faire comme tout le monde, on va aller un petit peu se former, puisque tu veux un peu progresser. Donc j'ai appris tout le cycle de formation d'entraîneur. Et j'ai apprécié tout en sachant que on peut être que de l'intérieur pour changer les choses.
Donc même si au départ j'étais pas pour, ou en tout cas par mes connaissances, le fait d'être dedans et de comprendre un peu mieux ce qui se passe, ça me permet un petit peu aussi de juger et de juger et de jauger. Et puis j'ai passé tous mes diplômes et j'ai entraîné plusieurs années. Et je me disais cette année, puisque là j'ai intégré la Nouvelle-Aquitaine en tant que formateur, là où je forme maintenant les entraîneurs, je me suis dit maintenant c'est maintenant, il faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Donc le FCBA m'a proposé en fait de les rejoindre sur la partie technique de l'équipe première, de les rejoindre. Et je cherchais totalement ce projet-là. C'était à proximité d'où j'habite. Le niveau de compétition m'intéresse, je voulais pas aller en dessous. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est que est-ce que tu as été est-ce que tu es un très bon entraîneur parce que tu as été un grand joueur, ou un joueur, je parle de grand joueur dans le niveau. Moi, je n'y crois pas forcément. Par contre, tu as des outils. Tu as des outils de connaissance de jeu en tout cas, mais c'est comment le cadrer. Et le cadrer, quoi qu'il arrive, il y a la formation et il y a l'expérience. Donc l'expérience, je vais l'acquérir. La connaissance du jeu, il faut que je la perfectionne. Mais par contre, j'ai aussi un truc, c'est que je viens aussi de la société professionnelle civile. Donc le fait d'avoir eu un restaurant deux restaurants pendant 8 ans, sur les techniques de management, de travailler avec des gens totalement différents, c'est-à-dire des âges différents, des races différentes, des sexes différents, te permettent d'acquérir de l'expérience. Et justement, quand tu arrives dans le foot en tant qu'entraîneur, où le sexe est identique, la tranche d'âge est pratiquement équivalente. Donc tu te dis, ce que tu as réussi à faire dans la restauration, c'était de réunir des gens totalement différents pour un objectif commun. Des gens qui ont pratiquement une ressemblance, les réunir pour un objectif commun, tu as un peu plus d'outils. Donc je pense que le fait d'avoir été joueur professionnel et de devoir être un grand entraîneur ou aller directement dans le circuit pro, je pense que c'est deux choses totalement différentes. Il y a des joueurs, quand ils arrêtent leur carrière, ils ont leur reconversion qui sont faites dans les clubs professionnels. Je ne juge pas, simplement c'est que je trouve que tu ne prends pas de recul. Tu restes toujours baigné dedans. Alors que de prendre un peu de recul, c'est ce que je conseille aux anciens pros qui vont arrêter, qui veulent devenir entraîneurs, c'est de prendre une année ou deux de recul, voir un petit peu ce qui se passe et d'y revenir pas par obligation mais par conviction. Donc moi je reviens et je viens dans le foot par conviction. Quelques questions rapides, tu rebondis sur les questions. Première question, le succès et le départ de Zinedine Zidane en tant que toi entraîneur, tu juges ça comment? Alors le succès, déjà d'une, je ne le juge pas, parce que le succès, on peut en avoir et puis avoir d'énormes déceptions. En tout cas, il y a des fondamentaux qui sont respectés, en tout cas au travers de Zidane. Entraîner les meilleurs joueurs, ça aide à devenir le meilleur entraîneur, ou en tout cas à gagner des titres. De partir au bout de 3 Ligues des Champions, c'est quand même pas mal. Donc de juger son départ, en plus je l'ai vu pas longtemps après qu'il prenne sa décision. On n'en a pas parlé parce que j'étais pas dans la conversation, même si j'étais à proximité. Moi je trouve que c'est une très très bonne décision. Maintenant c'est quoi faire et que faire. Quand tu as entraîné les meilleurs joueurs du monde dans le meilleur club du monde, dans l'un des meilleurs clubs du monde, et avoir gagné les meilleures compétitions du monde pratiquement, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, trouver un challenge à cette hauteur-là, c'est compliqué. Donc j'ose à croire qu'il va repartir sur un projet beaucoup plus simple. Peut-être même en dessous, pas de la Ligue des Champions, mais en tout cas maintenant il faut qu'il se confronte à la difficulté. Je ne dis pas qu'il n'avait pas de difficulté au Real, mais il faut qu'il se confronte à la difficulté pour acquérir encore plus d'expérience. Parce que là aujourd'hui il n'a qu'une expérience de réussite. La Coupe du Monde a démarré hier. Ouais. La France, tu la situes où dans cette Coupe du Monde? Alors en fait je crois que c'est une des rares nations qui n'a pas affiché d'objectif, à part le dernier carré, mais c'est le président qui l'a affiché. En fait, elle est pleine de paradoxes, cette génération, cette équipe. Elle est, en fait, cette compétition, en tout cas cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est la première, en tout cas j'en reste persuadé, c'est la première compétition qui sera digitale, qui sera basée complètement sur la communication, puisqu'on voit plus d'effets et des guerres médiatiques entre sélections, qui va poster le meilleur truc, comment. Donc ça c'est les sélections. Et après c'est les joueurs. Qui va faire le plus de buzz de.
J'ai discuté avec quelqu'un ce matin qui me disait, mais au final, oui, c'est le rectangle, c'est le terrain qui parle. Avant, c'était l'inverse. C'était on faisait et après on en discutait. Là aujourd'hui, on discute même avant de faire. Donc c'est là où j'ai un peu peur, c'est que dans cette équipe-là, il y a un fossé qui se creuse entre ceux qui communiquent et ceux qui ne communiquent pas. Et quand on regarde bien, ceux qui ne communiquent pas, c'est pratiquement ceux qui devraient communiquer, qui sont les cadres de l'équipe. Donc en fait, il se crée un fossé entre l'hyperconnexion, l'hyperconnectivité, ou web, et ceux qui ne communiquent pas du tout. Donc je me dis, qui a le leadership et du terrain? Parce qu'au final, on va revenir sur le terrain. Bah là, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que si l'équipe de France sort des huitièmes de finale, ce qui va pour moi être compliqué quand même, elle peut aller très loin. Mais le très loin, c'est où? On a une génération qui peut gagner la Coupe du Monde. Est-ce que ça sera cette Coupe du Monde-là? Je ne sais pas. Mais elle a en tout cas le gros potentiel de gagner une Coupe du Monde. Autre point financier, les droits de télé. Est-ce que la Ligue 1 et plus généralement le football français, ça rentre dans une nouvelle dimension avec ce genre de nouvelles? Alors déjà, c'est de se dire, est-ce que ça vaut 1 milliard? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on l'a bien vendu? C'est une certitude. Qu'est-ce que les clubs vont en faire? Bonne question. Qu'est-ce que le football français va en faire? Ça, c'est encore une autre question. Si ces 1,2 milliard € servent à consolider la formation française, qui part du plus bas, sert à faire une Ligue 3 professionnelle, le championnat national là aujourd'hui, c'est positif. Pour toi, c'est important ça, que la nationale devienne... Comme dans tous les autres pays européens. Si la Ligue 2 se renforce au niveau des infrastructures, des centres d'entraînement, alors in fine des joueurs, et donc après, si la Ligue 1 en devient meilleure en ayant des joueurs formés dans les clubs, et pas aujourd'hui un ratio, on va dire au PSG, il y a 2 joueurs qui ont été formés au club qui ne sont même pas encore dans les 11 de départ. Moi j'ai envie de dire, si ça sert au football, on le verra dans une décennie. Là aujourd'hui, l'impact économique sera visible dans 2 ans, à partir de dans 2 ans. Mais quand on voit qu'au final, 300 millions qui ont la différence entre les droits télé d'aujourd'hui et ce milliard, j'y vois pas de montée globale du niveau depuis une petite décennie. Par contre, je vois maintenant que énormément de joueurs viennent d'en dehors. Il n'y a aucun souci. Mais de payer des joueurs pour qu'ils viennent gagner des titres, c'est une chose. Faire gagner des matchs, c'est une chose. Mais par contre, faire monter le niveau général du club et du football, là, on ne le voit pas. On prend, ça marche, on garde ou on revend. On prend, ça marche pas, il repart. Mais au final, je vois pas de projet en fait. Je vois pas de projet. Donc si ce milliard, à partir de dans 2 ans, est positif pour une décennie, on verra dans 3 Coupes du Monde, celle qui sera aux États-Unis. On verra à la limite à partir de 2026 si ça commence à porter ses fruits, revenir un petit peu à cette formation-là française dans les années 90 où on était précurseurs. On était précurseurs sur plein de principes, on était précurseurs on avait quand même tous les joueurs de 98 qui jouaient dans tout le top des clubs. C'est aussi le cas un peu aujourd'hui, mais par contre le niveau général du foot, je trouve professionnel, n'a pas forcément augmenté. Avant-dernière question, je me rappelle de toi qui fais une interview qui explique que donc, tu es à Monaco, tu apprends que tu ne vas pas pouvoir continuer ta carrière professionnelle. Tu expliques d'ailleurs que Monaco a été très classe avec toi. Et tu parles d'un point de vue financier en disant que ça aurait été forcément quelque chose de très intéressant, parce que tu changeais de dimension, voilà. Tu as connu je presque envie de dire tous les stades financiers du joueur de football. Ouais. Est-ce qu'on sous-estime trop la précarité que peut engendrer être joueur de football professionnel? Est-ce qu'on rêve trop sur les gros chiffres et qu'on ne s'intéresse pas au reste? Je crois qu'on se voile la face sur la précarité des joueurs de foot qui évoluent aujourd'hui, qui jouent, et on sous-estime la précarité de l'après-carrière. J'ai
j'ai eu pendant ma carrière plusieurs hauts, plusieurs bas, que ce soit sportif et financier, mais en général c'est lié. Après ma carrière, pareil. On se rend compte quand même qu'on est simplement jugé. Par exemple, une personne me dit « Oui, mais toi, à la limite, tu fais ça, c'est un peu ta passion d'être entraîneur. » Ah non, il n'a pas compris, c'est un métier. Et si je voulais faire que ma passion, dans l'absolu, je resterais avec ma femme et mes enfants. Et si je pouvais profiter d'une retraite très longue et très tranquille, je le ferais. Beaucoup de joueurs font un choix, pas par dépit, mais font un choix simplement de travail. Aujourd'hui, je n'ai pas gagné assez d'argent dans ma carrière pour me dire, bah voilà, je reste tranquille. Il faut que je travaille. Alors, peut-être pas aller jusqu'au point de nécessité, mais il faut vraiment que je travaille pour justement ne pas être dans la nécessité de devoir travailler. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fonds, heureusement que l'UNFP est là, le syndicat des joueurs de foot, justement pour aider tous ces joueurs, ces jeunes joueurs déjà en amont au centre de formation, et puis aider aussi pendant la carrière et après la carrière. Il y a énormément de problématiques sur les joueurs de foot, mais je dirais même plus dans le cadre général des sportifs de haut niveau en France. Nous on est dans un sport soi-disant majeur, mais il y a énormément de chômage. C'est dû aussi, on va dire, à l'arrêt Bosman et pas mal de choses. Donc, dans les autres sports qui sont un peu plus mineurs financièrement, j'imagine, et je connais un petit peu, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc, le conseil, il est plus sur pendant. Alors, il est pendant, mais et à la fois, quand on est sportif de niveau, le pendant, si on pense à autre chose que le foot, on devient un peu plus perfectible. On est moins omnibulé par un objectif. Donc, c'est comment associer ces deux choses-là pour dire il y a un après, comment tu le vois ton après, mais sans rentrer vraiment de façon binaire. C'est tu joues plus, tu joues c'est comme ça, tu joues plus c'est comme ça. C'est un peu un regroupement de tout. Il y a le côté éducation familiale, le côté quand on est en couple alors mari et après père de famille ou inversement. Et c'est après comment on fait en fait sa famille, mais il n'y a rien de plus différent que les gens lambda, entre guillemets lambda. Donc il faut arrêter de mettre sur un piédestal le football comme s'il n'y avait que de l'argent. Il y a de l'argent, oui, mais tout s'arrête très vite. Donc c'est un peu bizarre ce sentiment de dire faut prévoir l'après. L'après c'est quand et ça commence quand? Est-ce que l'après commence maintenant, pendant qu'on y est, ou voilà, c'est très complexe et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, on revient à ces droits télé. Si ces droits télé permettent justement à ce pôle emploi football, c'est positif. Une dernière question. Le jour où tu vas complètement arrêter le milieu du football, on ne te verra plus. Tu voudrais que les gens retiennent quoi de toi en tant que footballeur? Et tu voudrais que les gens retiennent quoi de toi en tant qu'homme? C'est un mec sympa. Voilà, il n'y a pas de choses sur lesquelles je me prends vraiment la tête. Je suis quelqu'un de bienveillant. J'aime bien que mes amis aillent bien, mes potes aillent bien, que les gens autour de moi, ça se passe bien. On apprend dans le Nord, il faut savoir donner sans recevoir. Donc je donne. J'attends rien spécialement des gens en retour. Moi, je fais des choses qui me font plaisir et qui font plaisir aux gens. Après, retenir, c'était un mec sympa, quoi. Déjà, c'est déjà pas mal. Et en tant que footballeur? Tu vois, je côtoie énormément d'anciens footeux avec qui on a joué. Par exemple, un mec contre qui j'ai été confronté plusieurs années de suite, Chris de l'Olympique Lyonnais. On avait vraiment une rivalité directe sur le terrain. Il jouait dans un gros club, je jouais dans un club un peu plus mineur, mais il m'a dit, mais franchement Steve, mais comme Adil Rami, comme tous les défenseurs contre qui j'ai joué, ou les gardiens, ils m'ont dit, t'étais un mec chiant, quoi. T'étais un mec chiant. Donc à la fois t'es un mec sympa dans la vie et t'es un mec chiant. Et à la fois, ils m'ont toujours dit, mais même voir les arbitres, ils m'ont toujours dit, avec toi ça s'est toujours bien passé. Voilà. On peut être dans la rivalité, mais tout en ayant du respect pour l'un et l'autre, et que ça se passe bien à la fin. Et si je te dis, pour conclure, que tu vas rester sûrement le symbole que le petit gars venu du Nord, lui aussi, par un parcours atypique,
arriver à côtoyer les sommets, que tu vas rester ce symbole-là pour le reste de ta vie? C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on va dire que je suis un peu plus cultivé qu'avant. C'est que l'objectif, c'est pas le haut de la montagne, quoi. C'est le chemin, c'est pour y aller. Donc quand tu commences à comprendre ça, que l'objectif, oui, il est important, mais c'est comment tu vas y arriver et ce que tu vas en faire. Parce qu'après, quoi qu'il arrive, une fois que tu es arrivé là-haut, il faudra redescendre. Donc si tu recroises des gens, excuse-moi le terme, que tu as niqué, la redescente, ça peut être un peu compliqué. Donc que l'aller, ça se passe bien et que le retour, ça se passe aussi bien, bah, c'est cool.